Entre les années 2019 et 2023, un monolithe américain s'est discrètement démantelé. En l'espace de seulement 48 mois, exactement 7630 et une congrégation se sont systématiquement détachées de l'Église méthodiste unie. Selon une analyse exhaustive de 2024 publiée par le Lewis Center for Church Leadership, cet exode massif a effacé 25% de l'empreinte physique de la confession aux États-Unis, emportant avec lui 24% de l'ensemble de ses membres. Nous sommes conditionnés à concevoir l'effondrement religieux en termes de bancs vides ou de lent déclin organique de la croyance. Mais les données révèlent quelque chose de bien plus violent. Pendant plus d'un siècle, l'Église méthodiste unie a fonctionné comme une bureaucratie religieuse tentaculaire et omniprésente. Elle possédait un avant-poste physique dans presque chaque comté du pays. Pour l'observateur occasionnel, elle projetait une stabilité absolue. Mais sous la surface institutionnelle, l'infrastructure cédait. Selon le docteur Ryan Burge, politologue et statisticien des religions, l'ampleur même de cette fracture ne peut être décrite que comme le plus grand schisme confessionnel de l'histoire américaine depuis la guerre de sécession. Nous n'assistons pas à un simple désaccord théologique sur la sexualité humaine. Nous assistons à un divorce corporatif catastrophique, un système complexe d'immobilier, d'engagement de retraite et de gouvernance bureaucratique volant en éclats sous le poids de décennies de polarisation idéologique. Des millions de dollars ont été dépensés pour négocier la propriété d'architecture vacante. Des entités juridiques sans visage se sont livrées à une guerre prolongée sur la propriété des structures physiques d'une foi en pleine fracture. Quand une institution centralisée perd 25% de son réseau en 4 ans, le mécanisme de l'effondrement mérite une autopsie précise. La fracture ne fut pas un éparpillement aléatoire, ce fut un tri démographique hautement organisé. Selon le rapport final du Lewis Center for Church Leadership publié en janvier 2024, l'exode était massivement géographique. 71% des églises se désaffiliant étaient situées dans seulement 2 régions, les juridictions du Sud-Est et du Centre-Sud. Avant la scission, ces 2 régions abritaient 52% de toutes les églises méthodistes unies. Au moment où la fenêtre de sortie s'est refermée, elle représentait la grande majorité des départs. La carte du schisme se superpose parfaitement à la carte de la polarisation politique américaine moderne. Les données révèlent une homogénéisation flagrante parmi ceux qui sont partis. Les analyses démographiques du Lewis Center montrent qu'alors que la confession dans son ensemble était blanche à 89,6% en 2019, les congrégations sur le départ étaient blanches à 97,8%. Les congrégations noires constituant 7,2% de la confession ne représentaient que 2% des départs. De plus, 84% des congrégations sortantes étaient dirigées par des pasteurs masculins contre 71% dans l'ensemble de l'Église. Une étude de 2026 publiée dans la revue à comité de lecture Sociology of Religion corrobore ce réalignement institutionnel. En analysant les données du clergé, les chercheurs ont découvert que les pasteurs partants étaient fortement alignés sur des idéologies politiques conservatrices, dirigeant des populations idéologiquement uniformes. L'institution ne s'est pas simplement scindée, elle s'est polarisée, se délestant d'un profil démographique très spécifique et laissant derrière elle un corps institutionnel entièrement altéré. Pour saisir la gravité de cette rupture corporative, tu dois comprendre le pouvoir absolu de la clause de fiducie méthodiste unie. Depuis l'année 1750, remontant à un acte modèle rédigé par le fondateur John Wesley, le système méthodiste s'appuyait sur un mécanisme juridique singulier pour maintenir le contrôle sur son vaste empire. Le paragraphe 2501 du livre de discipline exige que toutes les propriétés des églises locales soient détenues en fiducie au profit de l'ensemble de la confession. En pratique, une congrégation locale peut acheter le terrain, financer la construction et payer l'entretien, mais l'entité corporative en conserve la propriété ultime. Pendant des siècles, cette garantie d'alliance alliait des milliers de bâtiments indépendants en un seul et vaste portefeuille d'actifs. Mais en 2019, face à des divisions internes irréconciliables, la Conférence générale a introduit le paragraphe 2553 dans le livre de discipline. Cette disposition temporaire offrait une stratégie de sortie très restreinte et financièrement punitive. Pour être libéré de la clause de fiducie, une église locale devait obtenir un vote à la supermajorité des 2/3 et le capital pour payer de sévères frais de sortie financiers. Selon la législation,
Les églises sur le départ étaient des contraintes de payer leur part des engagements de retraite non financés, des années de quote-part confessionnelle et dans certaines conférences annuelles jusqu'à 50% de la valeur estimée de leurs biens immobiliers. C'était un rachat d'entreprise à une échelle monumentale. Des milliers de congrégations ont liquidé leurs économies, contracté des prêts commerciaux massifs ou renoncé à des dotations justes pour racheter les bâtiments qu'elles avaient elles-mêmes construits à l'origine. Lorsque le paragraphe 2553 a expiré le 31 décembre 2023, la porte de sortie temporaire a été verrouillée. En octobre 2024, le Conseil judiciaire méthodiste uni a rendu la décision 1512 déclarant qu'il n'existait aucune autre voie pour contourner la clause de fiducie. La machine bureaucratique a verrouillé ses actifs restants. Lorsque les mécanismes internes échouent, les frictions débordent dans les tribunaux laïques. Alors que le coût de la désaffiliation montait en flèche, la guerre autour de la clause de fiducie a migré vers le système de justice civile. La stratégie est passée de la négociation ecclésiastique à des litiges agressifs basés sur des principes neutres du droit de la propriété. L'exposition la plus flagrante de la vulnérabilité juridique de la confession s'est matérialisée à Dothan, en Alabama. Harvest Church, une congrégation de 1600 membres née dans un collège local en 1977, s'est engagée dans un procès de plusieurs années contre la conférence d'Alabama West Florida sur la propriété de son campus de 15 millions de dollars. Harvest Church a fait valoir qu'elle n'avait jamais explicitement consenti à la clause de fiducie confessionnelle dans ses actes de propriété locaux. En mars 2026, le juge de circuit du comté de Houston, Christopher K. Richardson, a porté un coup dévastateur au cœur de la gouvernance méthodiste unie. Le tribunal a statué que Harvest Church était le propriétaire exclusif et absolu de sa propriété. Le juge Richardson a démantelé le pouvoir unilatéral de la confession, déclarant dans sa décision qu'une partie ne peut revendiquer un droit sur la propriété d'autrui simplement en l'écrivant dans un règlement interne de 900 pages sans consentement mutuel. Si une institution pouvait arbitrairement imposer la propriété simplement en l'imprimant dans son propre manuel, le concept de propriété privée cesserait d'exister. Cette décision a établi un précédent hautement dangereux pour le reste de l'institution. Elle a prouvé que le socle fondamental de la richesse de la confession pouvait être annulé par des juges laïcs examinant des actes locaux. À travers le pays, des congrégations ont réalisé que la vaste autorité bureaucratique de l'Église était une illusion construite sur des hypothèses juridiques dépassées. La structure corporative était profondément fragile. Un système ne peut pas perdre 25% de ses unités opérationnelles sans déclencher une contraction financière massive. L'exode de plus de 7600 congrégations a laissé derrière lui une structure financière évidée, luttant pour soutenir une infrastructure construite pour une époque révolue. La victime immédiate fut le budget confessionnel, fortement financé par les quotes-parts exigées des églises locales. Avec 25% de ses flux de revenus définitivement coupés, le Conseil général des finances et de l'administration a été contraint de procéder à des coupes sans précédent. L'agence a proposé un budget confessionnel de 2025 à 2028, allant de 346,7 millions de dollars à 370,5 millions de dollars. Cela représente une réduction stupéfiante de plus de 40% par rapport au budget de 604 millions de dollars approuvé en 2016. Selon les dirigeants financiers, c'est le budget le plus bas que la confession ait connu depuis 1984, des décennies de croissance institutionnelle effacées en 4 ans. Les principales agences confessionnelles, y compris les ministères mondiaux et l'enseignement supérieur, ont fait face à des coupes budgétaires de plus de 50%. La machine bureaucratique qui gouvernait les initiatives mondiales est en train d'être rapidement démantelée. Mais la crise la plus critique planait sur le système de retraite du clergé. Westpath Benefits and Investments, l'agence servant plus de 100 000 participants dans le monde, a fait face à une menace existentielle. Le cadre de retraite historique, connu sous le nom de Clergy Retirement Security Program, s'appuyait fortement sur un modèle à prestations définies qui garantissait un revenu à vie. Ce modèle nécessite une base stable et en croissance continue d'églises contributrices pour rester solvable. L'effondrement démographique soudain a rendu cela mathématiquement impossible. Pour éviter un effondrement total du système de retraite, Westpath a initié une restructuration radicale. Selon des documents officiels de l'agence, le régime à prestations définies sera entièrement fermé au clergé actif à la fin de 2025.
En janvier 2026, la confession passera au Compass Plan, un modèle à cotisation définie basé sur des comptes, similaire à un 401K d'entreprise. Sous Compass, l'obligation financière de l'Église prend fin au moment de la cotisation. L'institution plafonne agressivement ses engagements à long terme et limite son exposition face à sa propre main-d'œuvre, juste pour assurer sa survie. Les statistiques ne laissent aucune place à l'ambiguïté. 25% de l'infrastructure physique a disparu. Les réserves financières ont été réduites de moitié. Le cadre juridique qui détenait les propriétés dans une fiducie absolue a été percé par les tribunaux laïcs et les promesses de retraite faites à des générations de travailleurs institutionnels ont été définitivement modifiées pour stopper l'hémorragie financière. L'histoire de la scission méthodiste unie est l'anatomie de la décadence institutionnelle moderne. Elle souligne la friction profonde entre des systèmes bureaucratiques massifs et enracinés et les changements rapides et incontrôlables du comportement humain. L'institution a tenté de gérer la crise par le biais d'une législation structurée, de frais de sortie massifs et de portes verrouillées. Mais tu ne peux pas légiférer sur la loyauté et tu ne peux pas extraire un système connexionnel d'une population qui s'est déjà psychologiquement déconnectée. Ce qu'il reste est un espace liminal, une bureaucratie rétrécie face à une carte démographique radicalement modifiée. L'Église méthodiste unie survivra, mais elle le fera en tant qu'entité fondamentalement différente, forcée d'opérer dans la coquille vide de son ancienne envergure. Les données racontent l'histoire d'un changement inévitable et irréversible. C'est un témoignage de la vitesse terrifiante à laquelle des structures apparemment permanentes peuvent s'effondrer lorsque les personnes qui s'y trouvent décident simplement de s'en aller. Et cela nous laisse face à un vide profondément troublant. Si un monolithe vieux de plusieurs siècles peut être minutieusement démantelé en seulement 48 mois, quelles autres institutions fondamentales reposent actuellement sur un sol creux ?